Être moqué par les imbéciles, ça doit être un badge d'honneur en fait. C'est une stratégie de la pure authenticité. Ça coûte très cher. Il faut être très très fort. Pourquoi des fois tu déformes la réalité? Si t'étais si fort que ça, tu formerais pas. Il y a des mecs dans le sport, ils ont jamais gagné un championnat du monde et c'est les meilleurs entraîneurs du monde. Apple, ils se sont comportés comme le leader des années avant d'être le leader. Samsung peut faire 10 fois leur taille, ce sera toujours que des followers. Qu'on le veuille ou non, c'est une question de mindset. Ce que les gens sous-estiment, c'est qu'ils imaginent que le seul canal de conviction, c'est d'être extraverti, tchatcheur, insupportable, qui ne lâche rien. Moi, je connais des gens, ils font des millions, ils n'ont jamais parlé à un client. Il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent j'ai une idée, mais je sais pas la faire. Enfin, moi, je veux écrire un livre, je sais pas écrire. Ça paraîtrait complètement. Dans l'entrepreneuriat, les gens ne sont pas du tout perturbés. Si t'es pas capable de passer de ton imagination au réel, t'es pas un entrepreneur. Donc on va te poser toutes les questions du public. Je te préviens, il y a des questions qui sont un peu borderline, comme... Oussama Ammar. Il n'a pas seulement inspiré des entrepreneurs, il en a fait naître des milliers. Il fonde sa première entreprise à l'âge de 15 ans. Depuis, il n'a jamais cessé de bâtir. Cofondateur de The Family, Oussama a révolutionné notre écosystème start-up avec plus de 1000 entreprises accompagnées et une valorisation cumulée au-delà du milliard de dollars. Mais surtout, il a transformé l'entrepreneuriat francophone en y insufflant sa culture start-up, son ambition et son audace. Oussama Ammar, c'est une voix qu'on n'oublie pas. Une voix qui rassemble, qui dérange parfois, mais qui ne laisse jamais indifférent. Un génie du storytelling qui tisse des récits magnétiques pour éclairer le réel ou pour la magie d'une belle histoire. Aujourd'hui encore, il partage, conseille, cofonde, là où sa vision fait toute la différence. Pour ce deuxième passage dans Business et Dolce Vita, les règles du jeu changent. Oussama répond à vos questions. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Oussama, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode dans le podcast Business et Dolce Vita. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu les règles du jeu. On adore. Tous ceux qui n'ont pas vu le premier podcast, je vous invite à aller le regarder après celui-ci. C'est full valeur comme d'hab avec toi. C'est toujours plein de valeur. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast où c'est vous qui avez pris le micro, c'est vous qui avez posé vos questions. Donc on va te poser toutes les questions du public, ça va être hyper intéressant, on va bien rigoler. Okay. Je te préviens, il y a des questions qui sont un peu borderline comme... on verra bien. D'accord. Alors Oussama, est-ce que tu penses que tout le monde peut scale ? Bah, en théorie, oui, en pratique, non, mais en théorie, il n'y a pas de raison. Alors, il y a deux aspects à la question. Il y a, est-ce qu'il est possible de scaler dans toutes les industries? Oui. Est-ce que tout le monde a envie de scaler? Non. Est-ce que tout le monde est capable de scaler? Non. Est-ce que tout le monde est capable d'obtenir les compétences pour scaler? Oui. Mais après, il y a beaucoup de choix personnels et de motivation et de volonté qui interviennent. Il y a beaucoup de gens que ça heurte de façon philosophique, tu vois. Je pense que tu travailles avec des gens qui sont passionnés, etc. Dès que tu leur parles de scale, de standardisation, de process, ils se disent « Ah, c'est plus mon art dans sa personnalisation ». Donc c'est sûr que ces gens-là, bah, ils ont un rapport esthétique à leur travail. Et ce rapport esthétique est très souvent contradictoire avec la nécessité rationnelle du scale. Complètement, super intéressant. Deuxième question. Comment tu vois le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Est-ce que ça te donne envie de le servir encore plus ou au contraire de t'en éloigner? Une bonne question. Disons que d'abord, quel entrepreneuriat? En fait, il n'y a pas un type d'entrepreneuriat. Il y a à un moment donné une forme d'entrepreneuriat qui est dominante. Moi, pendant très longtemps, je me suis occupé que des entrepreneurs qui faisaient des entreprises scalables, répétables et internationales. Donc, c'était les gens qui essayaient de faire des géants, quoi. De faire des Google, des Facebook, etc. J'ai l'impression que ce combat là, est complètement abandonné en France, que les entrepreneurs de ce niveau-là vont tous aux US, qu'il y a des Français qui jouent à ce jeu-là, mais ils restent pas en France. D'ailleurs, je pense qu'ils ont raison. Et donc, dans la francophonie, maintenant, l'entrepreneuriat, il se divise en 3 grandes familles. Il y a le monde des infopreneurs. Alors, moi, que je trouve très enthousiasmant, la France... les déteste, machin, mais en fait, c'est quand même des gens qui apprennent des choses à des gens. Tu vois, c'est assez noble, en fait. Tu as une compétence, tu la valorises, tu la transmets. Alors, 80% des Français passent à côté en mode rageux, ah nanana, si t'étais si fort que ça, tu formerais pas. Bon, c'est débile, je veux dire, il y a des gens qui sont plus forts à former qu'à faire, c'est connu. Enfin, il y a des mecs dans le sport, ils ont jamais gagné un championnat du monde et c'est les meilleurs entraîneurs du monde. Parce qu'ils sont pas très bons sportifs, mais ils ont le sens pédagogique, le sens du leadership, le sens de la cohésion, de la transmission. Donc il y a 1 million de façons de faire ça. Donc le monde des infopreneurs. Alors effectivement, dans le monde des infopreneurs, il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve, dont tout le monde est un peu obsédé. J'ai jamais trop compris pourquoi, parce que d'abord ils durent pas très longtemps, tous.
Parce qu'en fait, tu les vois venir et partir aussi vite qu'ils viennent parce qu'ils n'arrivent pas à vendre quelque chose de valeur. Et puis, en fait, il y a un moment, faut responsabiliser un peu les gens aussi. Hein. Je veux dire, si tu achètes une formation de merde parce que tu t'es fait avoir par une promesse marketing, etc., bon, bah, regarde-toi dans un miroir aussi. Enfin, les gens devraient prendre ça comme une leçon de formation. Et je pense qu'il y a un vrai sujet à la victimisation permanente. Récemment, j'ai vu une pauvre dame là, qui a dépensé 45 000 € en coaching avec un mec qui n'a pas fait grand-chose. Donc elle vient, elle me dit, oui, j'ai été arnaqué. Je lui dis, bah oui, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, en fait? Il y a un moment, le monde est dur. Si tu dépenses 45 000 €, est-ce que l'État est là pour te protéger? En France, on a cette idée que l'État et la justice devraient être tous là. La justice est inefficiente, l'État n'est pas là. Peut-être qu'il est temps de dire aux gens, bah, c'est vous, peut-être qu'il ne faut pas dépenser 45 000 € d'un coup, peut-être qu'il faut passer des paliers, peut-être qu'il faut négocier. Mais c'est votre problème, responsabilisez-vous un peu, quoi. Enfin, on aime bien mettre de la synchro-sainteté sur les gens, tu vois, en mode ah, les pauvres et tout, mais bon. Je sais que ça va faire hurler que je dis ça, mais la responsabilité individuelle, c'est un sujet dont il faut pas échapper. Alors, il y a des gens qui font des scams et tout, de toute façon, ils tiennent pas, ils sont toujours arrêtés, etc. Donc ça, c'est l'infopreneuriat. Ensuite, le deuxième type d'entrepreneuriat en France, c'est PME/entreprise traditionnelle. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a une opportunité incroyable là-dedans, parce que 700 000 entrepreneurs vont changer de main. Moins de 3% des entrepreneurs dans ce domaine utilisent des SaaS. Moins de 0,5% de ces boîtes-là utilisent l'IA. Et donc, il va y avoir une génération d'entrepreneurs qui sait processer, qui sait scaler, et qui aura qu'à se ramasser pour acheter des actifs qui produisent déjà des millions, et qui pourraient en produire encore plus par l'optimisation, par tout ça. Et donc, à mon avis, il va y avoir un sacré âge d'or de la reprise d'entreprise. C'est pour ça que je fais TGIM avec Alison. Ça, je pense que autant la France a raté la case startup, autant la case Bernard Tapie 2.0 ou 3.0 pour le coup est possible. Il y a un truc marrant à imaginer autour de ça. Le dernier type d'entrepreneuriat qu'on voit en France, c'est tout ce qui est boîte de services, agence, copywriting, je sais pas quoi, pub, SSMA. Alors ça, à mon avis, c'est un entrepreneuriat qui va vachement baisser. Il va y avoir de plus en plus d'agences, il va y avoir de plus en plus de freelance. Mais le fait de faire vraiment des grosses boîtes dans les agences, ça va être de plus en plus dur. Donc ça va être super bien pour aller chercher un 10-50 000 € par mois. Mais pour aller chercher un 100 000, 2 millions, ça va devenir très compliqué de convaincre quelqu'un de venir bosser pour toi, alors qu'il peut avoir des clients sur une marketplace et faire valoir son savoir-faire en direct. Carrément, carrément. Et par rapport à l'arnaque, je trouve ça hyper intéressant. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se disent « Ah, moi, j'ai été arnaqué ». C'est vrai que se responsabiliser en tant qu'individu, c'est hyper important. Il y a aussi plein de gens qui arnaquent et qui abusent. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment faire un travail de diligence. Vraiment, avant d'investir, on regarde, on ne paye pas forcément tout d'un coup. Est-ce que c'est des vrais témoignages? Aller parler aux gens, il y a un vrai travail de fond à faire. Sure. Moi, toutes les personnes chez qui j'ai investi, j'étais sûre. Et encore, tu ne peux pas vraiment savoir. Tu sais, moi, je vois bien, tu fais une formation, il y a 150 heures de vidéo. La personne regarde 2 heures. Encore, ça regarde 2 heures. Puis elle vient, elle se dit, ouais, j'ai essayé tout ce qui est dit, ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Après, tu sais, en plus, ces gens-là, ils se doutent pas que dans les logs, tu peux aller voir tu vois tout. combien de vues. Et la dernière fois, il y a quelqu'un, tu vois, de Business Pro, qui me dit, ouais, j'ai tout appliqué à la lettre, ça marche pas. Je vais voir. Elle n'a même pas ouvert la première vidéo. Je dis, t'as pas ouvert? Mais si, j'ai regardé. Je dis, bah, écoute. Je dis, t'as un seul login sur la plateforme, on voit. Enfin, c'est pas la peine de mentir. Enfin, je suis pas ton père, je suis pas ton prof et tout, tu vois. Oui, bah, je veux être remboursé. Bah, non, tu vas pas être remboursé. T'as acheté ça il y a 1 an. Tu nous as cassé les couilles en live pendant 1 an à nous poser des questions. Ouais, je vais dire que vous êtes une arnaque, mais va le dire en fait. Parce qu'en plus, on sous-estime à quel point les gens malfaisants aiment bien utiliser, tu vois, la menace de dire je vais aller dire que t'es un escroc, une arnaque, je sais pas quoi. Alors, vas-y, t'es ni le premier ni le dernier. Et en fait, comme tu le dis, moi je peux afficher des milliers de gens dont j'ai changé la vie en fait. J'ai pas de problème, je sais que ça marche. Il y a des millions de gens qui l'ont fait. C'est juste qu'en fait, il y a un moment, il faut bosser, quoi. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui pensent qu'il existe une société secrète de l'argent sans boulot et qu'il suffit d'accéder à ce secret pour réussir.
Ouais, c'est ça, la baguette. Et la baguette magique, et ils sont très très déçus d'apprendre qu'elle n'existe pas. Quoi. Ouais, en fait, j'ai remarqué, ils te donnent leur argent, c'est maintenant tu me trouves des clients. Ou maintenant tu fais, ben non, en fait, c'est pas parce que tu me donnes l'argent que le résultat va venir. Va falloir travailler, va falloir ouvrir les vidéos, va falloir faire les exercices, etc. Exactement, ouais. Ouais, c'est intéressant en tout cas ta vision sur les 3 piliers, entre guillemets, les 3 types de sociétés. C'est vrai que les agences, il y en a de plus en plus. Donc ça va devenir de plus en plus saturé. Et sur le deuxième type, avec l'IA, tout ça, les process, super intéressant. Ouais. Ah bah ça c'est le... Je pense que ça va être le plus gros Eldorado économique de la France sur les 20 prochaines années. Trop bien. En plus, je sais que tu es pas mal visionnaire, donc ouais, ça, on t'écoute, on prend des notes maintenant. Alors, on m'a posé une autre question intéressante. Est-ce que tu as une stratégie sur Instagram? Une stratégie sur Instagram? Non. Zéro stratégie sur Instagram. D'ailleurs, j'ai zéro stratégie de contenu. Hein. Ça peut paraître fou, mais c'est pour ça que je suis aussi résilient, je pense, en contenu. Mais c'est très masturbatoire, moi, mon contenu. Je le fais pour moi, pour apprendre des choses. À chaque fois que je veux vraiment approfondir un sujet, je fais une conférence. Ouais. Tu vois, là, par exemple, je veux approfondir les agents IA, je fais une conférence sur les agents IA parce que c'est ma seule façon, en fait, de me donner l'adrénaline de vraiment approfondir un sujet parce que je veux pas passer pour un con quand je donne la conf. Ouais. Mais tu vois, c'est pas pour les gens, en fait. Il y a des gens qui payent le ticket, qui viennent. De toute façon, la dernière fois, j'ai vendu que 10 tickets pour une conférence et on me dit, bah, tu vas pas la faire. Je dis si, parce que de toute façon, je la fais pour moi. Bon, d'habitude, j'en vends 200 tickets, c'est mieux, mais là, bon, c'est pas grave. Si je suis le seul intéressé, je le fais quand même, en fait. Ouais, c'est pour approfondir les connaissances et pour schématiser aussi. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Ouais, vraiment, plus que... Enfin, le pratiquer, c'est sans doute le mieux, mais l'enseigner, c'est juste avant. Ouais, ça permet de clarifier, schématiser. Et donc, tu vois, moi, mon Instagram, j'en ai 2. J'ai Daedalium, qui est mon Insta, on va dire, privé, où je poste des trucs qui me font plaisir. J'ai une liste amis close, amis proches, où je poste du lifestyle. Et puis, je reposte des trucs intelligents que je vois. Et tu vois, c'est très égoïste. Pourquoi je reposte des trucs intelligents? Parce que j'ai remarqué que c'était la meilleure façon pour que l'algo me pousse plus de choses de ce genre-là. Parce qu'en fait, l'algo voit que quand tu repostes quelque chose, il te reposte ce contenu. Donc, en postant les choses. Ouais. Donc, les gens, ils se disent, ah, il fait de la curation. Non, je m'en fous. Je suis pas un curateur, je suis pas un éditeur, je suis pas un journaliste, je suis pas un... Il s'avère que bon, les gens peuvent regarder ce que j'ai regardé parce que ça intéresse l'algo, tu vois, il y a un alignement d'intérêt. Complètement. Mais ça part toujours pour moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est de qualité. Il y a plein de gens qui viennent me donner des conseils sur ma personal brand, ça me fait toujours rire. Et ce qui me fait toujours rire, c'est que quand je leur pose la question, bah, qu'est-ce qui fait que tu penses que je suis aussi intéressant? Ils disent, ah, c'est parce que t'es unique et tout. Et quand tu regardes leur plan, c'est pour ressembler à Richard Branson ou à un truc. Alors qu'en fait, ces gens-là, je pense que tu as 2 stratégies dans le personal branding. Soit tu le construis comme un produit, et alors là, tu fais très attention et tu réfléchis. Tu mets beaucoup d'énergie de réflexion dans ton personal branding. Alec Henry réfléchit beaucoup à son personal branding. Il va bâtir un plan, il veut se donner une image. Il a une intention sur à quoi il veut ressembler. Et il va faire des actions pour ressembler à ça. Moi, je suis épuisé avant de démarrer. Genre vraiment truc. Alors que l'autre stratégie, c'est une stratégie de la pure authenticité. Et la pure authenticité, ça coûte très cher. Il faut être très très fort mentalement. Parce que tu es en permanence jugé pour ce que tu es. Quand tu montres qu'un aspect très délimité de toi, les critiques viennent dans le champ et le terrain que tu as choisi. Donc tu peux toujours te dire, c'est pas moi qu'ils aiment pas. C'est cet aspect, c'est normal. Il y a des critiques, il y a des machins. Et ils ne savent pas vraiment qui je suis. Moi, je crois pas que je peux dire que les gens savent pas vraiment qui je suis. Il y a vraiment aucune différence entre moi en ligne et moi en vrai. Tu vois, t'as l'impression. Ce qui même perturbe beaucoup de gens qui me rencontrent, tu vois. Ils se disent, mais en fait, t'es fou. Genre, il y a un côté quasi vertigineux, en fait. Mais c'est parce que cette stratégie-là, tu vois, c'est la stratégie d'un Donald Trump ou Naval ou Elon Musk ou Oprah. C'est des stratégies d'hyper-authenticité, en fait, qui ont beaucoup de points négatifs. Mais tu as 2 points positifs que tu ne peux jamais avoir avec l'autre stratégie. C'est que tu as une résilience à toute épreuve. Ça te rend vraiment très, très antifragile. Qu'est-ce qu'on peut dire sur moi pour que les gens ne m'aiment pas? Que les gens qui m'aiment, ils sont passés à travers tellement de filtres. Et ils savent, en fait. Tu vois, ils savent la vérité. Parce que, comme c'est une stratégie d'authenticité, ils savent qu'il y a des choses qui sont bien, pas bien, que j'ai des qualités, des défauts, parce que ils savent que c'est pas une image. Et donc, en fait, quand ils entendent un truc négatif, c'est toujours pondéré par tout le positif qu'ils connaissent sur toi. Et ils savent très bien aussi que les autres font pas ce chemin. Le problème de ces stratégies-là, c'est que les gens qui te détestent, ils te détestent surtout parce qu'ils te connaissent pas. Ils te détestent pas parce qu'ils ont pris le temps de t'étudier, quoi. Ouais, carrément, ils se sont fait une idée, quoi.
Ouais, tu représentes des choses. Et moi, c'est assez marrant parce que je représente des choses très contradictoires. Parce que mes fans sont très contradictoires. Donc, des fois, tu vois, à un moment, je représentais les gens de gauche, par exemple. Je sais pas, j'ai dû dire un truc. Je crois qu'il y a un moment dans Sans Permission, j'ai dit un truc sur les trans et la défense des transsexuels. Et puis, tu vois, toute la sphère de gauche s'est dit, putain, ce mec, il est incroyable, il est de notre camp. Puis un jour, j'ai dit ce que je pensais de Trump. J'ai dit que je pensais beaucoup bien de Trump. Et là, d'un seul coup, les mêmes gens, je suis devenu le diable. Et en plus, c'est assez marrant leur analyse parce que tu sais, ils sont en mode, il a changé. Peut-être, on change tous, tu vois. Et donc, en plus, tu vois, ils peuvent pas imaginer que je pense que j'ai. En fait, ils imaginent que maintenant, donc, sous prétexte que j'aime bien Trump, je suis d'accord avec lui sur ses positions anti-trans. Évidemment pas. Il n'y a rien qu'à changer. Ouais. C'est juste qu'en fait, les gens peuvent pas imaginer la complexité de pensée. Ils ont besoin de mettre des cases. Tu vois, un mec qui aime Trump, il est d'accord avec tout ça. Ben non. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Puis, qui suis-je pour juger, en fait? Et ça, c'est très, très dur à entendre pour la plupart des gens. Ouais, ils facilitent leur pensée en mode catégorie, paf, lui, il rentre là-dedans. Point. Exactement. Ouais. Et c'est quoi les choses à savoir? Celle-là, elle est intéressante aussi. C'est quoi les choses à savoir faire absolument avant de créer son business? Je pense que les gens ne reviennent pas assez au fondement atomique du business. En fait, dans le business, tu n'as que 5 skills. Ah, pas 6. Hein. Si tu en trouves un 6e, ça m'intéresse. Premier skills, c'est parler, écrire, / convaincre. Tu vois, c'est un peu... Alors, t'as plein de façons de convaincre, t'as plein de formats, t'as plein de choses, mais il faut que tu maîtrises au moins un channel de conviction. Alors peut-être que ton truc, c'est de faire des vidéos hyper léchées, très bien montées, qui emportent la conviction. Peut-être que ton truc, c'est d'écrire des emails. Peut-être que ton truc, c'est d'appeler les gens au téléphone et de leur balancer de l'énergie. Mais tu dois avoir un pilier de conviction, et dans ce pilier de conviction, il y a plein de soft skills. Parler, écrire, présenter, filmer, etc. Ça, c'est comme une pyramide de Malo, là, c'est avec les besoins fondamentaux. En bas de tout entrepreneuriat, il y a ce socle. Si tu n'as pas un canal de conviction, tu oublies, en fait. Et ce que les gens sous-estiment, c'est que ils imaginent que le seul canal de conviction, c'est d'être extraverti, tchatcheur, insupportable, qui ne lâche rien. Ça, c'est juste un chemin, en fait. Il y a plein d'autres façons de faire. Moi, je connais des gens, ils font des millions, ils n'ont jamais parlé à un client. D'ailleurs, le mec le plus impressionnant que j'ai rencontré cette année en Better Colous, en vente, c'est un mec qui vend de l'infoprenariat produit en ligne. Il vend pour 16 millions d'euros par an. Il n'a pas de site internet. Et il a qu'une newsletter. Ouais. Et il choisit lui-même les gens qu'il inscrit à la newsletter. Et le mec est un introverti, mais c'est flippant. Genre, les gens lui proposent de faire des calls. Il panique. Il dit non, moi je parle pas au téléphone. Moi, j'ai un seul produit, c'est celui-là. Il coûte 2200 €. Tu l'achètes, t'es content, t'es pas content, tu l'achètes pas. Il est focus, quoi. Il fait que ça, newsletter. Mais il devient excellent à ça, du coup. Ah bah, ça fait 12 ans qu'il écrit un email par jour. T'imagines le compound. Ouais. Et ses emails... Mais moi, je n'avais pas besoin de son truc, je voulais acheter. Tu vois. Il a trouvé son pilier de conviction. Donc, 1, t'as le pilier de conviction. 2, le deuxième skills, c'est la création. C'est... Tu es de 0 et tu passes à 1. Être capable de fabriquer quelque chose. Alors, il y a des gens qui fabriquent des choses très complexes. Je sais pas, tu fais des fusées, t'es Elon Musk, t'imagines des moteurs pour envoyer les gens sur Mars. Et les gens, ils font des choses très simples. Un tunnel avec des cases pour apprendre quelque chose. En fait, c'est la même chose. C'est juste un tunnel infini du savoir humain. La question, c'est où tu t'arrêtes dans ce tunnel. Mais encore une fois, si t'es pas capable de passer de ta tête et de ton imagination au réel, t'es pas un entrepreneur. Tu peux pas. Ouais, il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent j'ai une idée, mais je sais pas la faire. Ouais, ok. Enfin, moi, je veux écrire un livre, je sais pas écrire. Ah, je veux peindre un tableau, je sais pas peindre. Ah, je veux jouer de la musique, je sais pas faire de musique. Ça paraîtrait complètement con. Dans l'entrepreneuriat, les gens ne sont pas du tout perturbés. Genre, c'est tout à fait normal. Genre, oui, j'ai des idées. Bah, tu sais que moi, j'ai des idées de symphonie de Mozart. Franchement, Mozart, s'il m'avait connu, il aurait fait des meilleurs morceaux. Non, mais les gens, ils se diraient, mais il est complètement fou, le mec. Ils ont pas passé à l'action, tu crois? C'est surtout de l'incompétence, je pense. C'est qu'ils pensent que cette compétence, elle n'est pas essentielle. Là, tu as les 2 skills fondamentaux dont tu peux pas échapper. Convaincre, fabriquer. Ensuite, tu as manager. Manager, c'est quoi? C'est coordonner des gens
pour réaliser les 2 premières tâches de façon complexe. Donc, c'est le niveau 2 de l'entrepreneuriat. C'est, OK, maintenant, je sais convaincre, je sais fabriquer, donc je sais vendre. Parce que c'est quoi vendre? C'est convaincre sur quelque chose qu'on a fabriqué. Ah, je peux pas le faire tout seul. Donc, j'ai besoin de manager. Ensuite, le skill au-dessus, c'est inspirer. Donc là, tu rentres dans les trucs un peu religieux, ésotériques. Alors, au sens très laïque du terme, en fait. Quand tu achètes un produit Apple, tu rentres dans une secte. De l'âge de 18 à 28 ans, j'ai été un vendeur Apple. On m'a jamais donné de salaire, on m'a jamais donné de commission. J'étais dans l'église. Ouais. Saint Steve Jobs. C'est plus qu'une tribe. C'est vraiment une religion. C'est Saint Steve Jobs, l'évangile selon Steve Jobs. Et le sentiment religieux, les gens sous-estiment à quel point il est omniprésent. Les gens ont besoin de ce sentiment religieux. Et donc là, tu arrives à un autre niveau d'entrepreneur. C'est tu es capable de distordre le réel. Donc ton champ d'action, c'est plus le produit, c'est carrément autre chose. C'est l'identité. Et tu arrives à être un pourvoyeur d'identité aux gens. Et le 5e skills dans l'entrepreneuriat, c'est la finance et la structuration juridique, qui en fait sont ensemble. Ça, c'est encore un autre... C'est une autre approche du problème. Peut-être que tu comprends rien. Peut-être qu'en fait, t'es pas bon à fabriquer, t'es pas bon à convaincre, mais tu sais faire de l'argent avec l'argent. Tu sais passer juridiquement entre les mailles, etc. Ces 5 compétences, tu dois minimum en avoir 2. Et sachant que t'en as une des 2 premières qui est obligatoire. Soit tu fabriques et tu trouves quelqu'un pour convaincre parce que tu as le skill manager. Et donc, tu vois les combinaisons. Soit tu sais fabriquer et tu es fort en finance. Et donc, le management, il suit parce que tu as l'argent. Soit tu es fort en finance et tu es fort en conviction. Et donc, tu achètes les produits qui ont été fabriqués par les autres. Et ça donne, en fait, autour de ces 5 piliers, ça donne tous les chemins de l'entrepreneuriat. Et tous les jeux, c'est comme un jeu de rôle. Et en fait, c'est un jeu de rôle autour de ces 5 caractéristiques. Et alors, tu peux jouer une stratégie de paladin. Tu as sur 10, 5 points à chaque caractéristique. C'est très long. C'est des gens très universels. Ou tu as des stratégies spécialisées. Donc, tu es un guerrier, tu es trop fort en conviction et tu es trop fort en management, par exemple. Ça, c'est les entrepreneurs, tu sais, énergie. Tu as des mecs comme ça, ils se lèvent le matin, ils achètent des trucs que les autres fabriquent, ils les vendent, ils voient des mecs qui se closent. Tu vois, ils ont cette énergie. Ça, c'est les guerriers. Tu vois, ils tapent. Ou sinon, tu as la stratégie de mage. Stratégie de mage, tu es capable de fabriquer, tu es capable de manager. Ou tu es capable de fabriquer et finance. Ça, c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est un magicien. C'est ce que tout le monde sous-estime sur Elon Musk, que personne ne comprend. C'est que le génie d'Elon Musk, c'est qu'il est très, très, très fort à fabriquer. Moi, je connais aucun ingénieur au monde qui n'a pas été dans une pièce avec Elon Musk et pas ressorti en se disant « c'est qui ce mec ?» C'est vraiment... Tu vois, tu parles avec des ingénieurs spatiaux très, très haut niveau. Tu parles avec des ingénieurs informatiques très, très haut niveau. Ils te disent tous, quand tu es dans une pièce avec Musk, tu as intérêt de savoir de quoi tu parles. Parce que le mec, en fait, il a raison sur tout, tout le temps. Il voit plus loin que toi. Et c'est un magicien de la structuration. Je pense que c'est un très mauvais manager, mais il s'en fout. Parce qu'en fait, grâce à l'argent, il achète le management. Il a des COO exceptionnels, qui sont toutes des femmes d'ailleurs. C'est un point intéressant à étudier, à mon avis. Et il arrive, tu vois, à faire tourner la conviction, etc. Parce que il est tellement ésotérique sur ces 2 piliers. Donc, il a des caractéristiques du magicien. Déjà, stratégie de paladin, stratégie de magicien, stratégie de guerrier. Tu peux être nécromancien. Nécromancien, c'est un mec qui est très très fort à manager et très très fort en finance. Donc ces gens-là, en fait, ils font revivre les morts. C'est pas eux qui inventent, c'est pas eux qui convainquent. Ils savent déjà que le produit est déjà là et ils viennent et ils apportent leurs compétences. Et le problème, c'est que les gens, il y a des profils qui sont plus ou moins à la mode en fonction des périodes. Tu vois, Steve Jobs, c'était un magicien comme Elon Musk. Tout le monde voulait être Steve Jobs, donc tout le monde voulait faire de l'entrepreneuriat à Steve Jobs. Mais sans développer les 2 piliers qu'ils avaient eux. Donc, tu avais des mecs qui étaient très forts en produits et en conviction, ils se prenaient pour des Steve Jobs, alors qu'en fait, ils étaient plutôt des Richard Branson. Et en fait, comme il y a une mauvaise analyse des archétypes et une mauvaise analyse des chemins, les gens veulent toujours être quelqu'un d'autre, en fait. Alors que vraiment, apprendre à se connaître soi-même, comprendre ses forces et ses faiblesses, et appuyer un maximum dessus, ça peut vraiment faire la différence. Toi, t'es lequel d'archétype ? Moi, je pense que je suis très, très, très fort en conviction et en structuration.
Donc je pense que c'est le prophète, tu vois. C'est t'arrives à voir le futur et t'essaies de pousser les gens. Et ce qui m'a longtemps manqué, c'est la patience du fabricant. Je suis très impatient. Donc j'ai pas... En fait, un produit, ça met du temps à créer, tu vois. Genre, il faut énormément d'itérations, tweaks. Ça, je pense que je l'apprends avec l'âge, mais et j'essaie d'upgrader ça pour être encore plus fort. Et je suis très très mauvais manager parce que j'ai aucune patience avec les gens. Donc ça, pareil, je me suis soigné. J'arrête de manager les gens en direct. Tu vois, Délègue. Ouais, alors là, c'est même pas de la délégation, c'est de l'interfaçage. Il faut trouver des associés qui prennent ça à leur charge. Ouais. D'ailleurs, une bonne association, c'est que tu as les 5 piliers ensemble. C'est que tu viens chercher la complémentarité des piliers ensemble. Ouais, super intéressant, vraiment. Et là, donc il y a une experte IA qui pose la question. Si tu devais aider une experte IA à devenir la référence dans son domaine, quel conseil ? Bah, déjà, de ne pas essayer de faire ça, en fait. Ça veut rien dire d'être la référence dans un domaine. La référence, c'est une question de mindset. Apple, ils se sont comportés comme le leader des années avant d'être le leader. Samsung peut faire 10 fois leur taille, ce sera toujours que des followers. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, c'est une question de mindset. Et donc, en fait, tu peux pas être le leader de ton secteur si tu penses que c'est un titre qu'on te donne de l'extérieur. Et la bonne façon de faire, c'est quel royaume tu peux couper pour être le roi, en fait. Tu vois, c'est... Donc, en fait, une expert IA, la question que je me poserais déjà, c'est qu'est-ce que ça veut dire être expert IA ? Est-ce que ça veut dire installer les IA que les autres fabriquent ? Est-ce que ça veut dire fabriquer sa propre IA ? Déjà, c'est pas... Créer des agents, c'est le truc. C'est elle qui les code. Créer des agents, d'accord, ben, ok, mais quel type d'agent ? Où, tu vois ? Il y a 1 milliard de façons d'être leader. Mais je pense que la question, enfin, moi, c'est ce que j'appelle les questions lose-lose. C'est-à-dire que tu mets de l'énergie à répondre à quelque chose qui te fait perdre. Tu peux pas gagner quand tu te poses cette question-là. Ce que tu dois te poser comme question, c'est OK, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'expert IA et à qui je dois parler pour que ces gens-là me reconnaissent comme leader. Et c'est beaucoup plus facile d'être leader d'une niche que leader global. Complètement. Ah ouais, généraliste. C'est très dur, généraliste. Ouais, complètement. Ok, super intéressant. Et qu'est-ce que tu penses du métier de trader ? Rien, qu'est-ce que je dois en penser ? Pas d'avis. Non, mais c'est idiot comme question. Enfin, moi, quand j'étais petit, j'ai appris qu'il n'y avait pas de sot métier, il n'y a que des... C'est quoi l'expression ? Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des gens sots. Franchement, il y a des bons traders et des mauvais traders. De toute façon, c'est comme toutes les professions, hein. Il y a des gens... Ouais, compétents, pas compétents. Ouais. Okay. Et les traders compétents, c'est rare et extrêmement puissant. Je veux dire, moi, j'étais associé à un trader ici très fort. Il y avait un desk qui faisait 200 millions d'euros par an pour la banque. C'est des magiciens, ces mecs, tu vois. Mais bon, pour un mec comme ça, t'en as combien qui toute leur vie seront perdants, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que tu as un projet de construction en France ? Si oui, je peux t'accompagner. De construction en France, ouais. C'est l'inverse, c'est déconstruction. J'ai construit un truc, on me casse les couilles avec. Alors, je me demande si je vais pas réussir à le couper en morceaux et le ramener ici. Mais ouais, non, ça n'a aucun sens. Pas de projet de construction. Je ne veux plus jamais de ma vie avoir affaire aux autorités de l'urbanisme française. C'est poison, ces gens. Ok. Ce serait quoi les ingrédients de ton pays idéal ? Mon pays idéal, c'est Dubaï. Hein. Les ingrédients, ils sont simples. Hein. Très peu de règles, très renforcées, beaucoup de liberté et beaucoup d'harmonie et de paix. Ok. Et il faut que ce soit beau, qu'il fasse chaud, t'en fous ? La preuve, dans un désert, ils ont réussi à transformer ça en paradis. Hein. Ouais, carrément. C'est qu'une question de volonté. Hein. Complètement. Ok. Et si tu devais écrire une uchronie, ce serait laquelle et qu'est-ce qui se passerait ? Alors, pour les gens qui ne savent pas, une uchronie, ça imagine qu'un événement historique majeur n'ait pas eu lieu et que le monde est différent parce que cette... D'ailleurs, c'est marrant comme question parce que la seule œuvre d'art contemporain que j'aurais envie de faire, c'est d'imaginer une espèce d'immense toile en imaginant les timelines de tous les problèmes récents et leur origine historique. Qu'est-ce qui se serait passé si les Romains n'avaient pas créé l'Exode juif ? Qu'est-ce qui se serait passé si l'Empire romain s'était pas écroulé en Orient ? Passionnant. Tu vois, c'est assez marrant. Et si je devais écrire une uchronie, je pense que j'en écrirais une... J'aimerais bien écrire un truc absurde. Genre, imaginez un monde dans lequel il y a un tout petit truc qui s'est pas passé. Mais tu vois, genre...
insignifiants. Et voir Par les exemple, papillons, etc. ouais, exactement. Par exemple, ça démarrait par un événement que tout le monde connaît, insignifiant. Par exemple, Macron défilé du 14 juillet, puis il rate une marche, il tombe. Juste ça. Et qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais. Ça peut être des uchronies marrantes. Mm. L'Uchronie, tu sais, c'est souvent les uchronies. Il y en a une qui a eu un gros carton sur Amazon Prime, c'est Air Ice Castle, qui imagine que les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Mm. Donc ça, c'est sûr que c'est un scénario qui fait fantasmer, tu vois, d'imaginer l'horreur du monde si le fascisme avait gagné. D'ailleurs, tiens, j'en ai une. Alors, elle n'est pas insignifiante, mais j'aimerais tellement savoir, dans le multivers, à quoi ressemble le monde si la Chine n'était pas devenue communiste. Si Mao avait pas pris... Ça, je pense que de tous les phénomènes historiques, la révolution culturelle chinoise, c'est un des sujets les plus traumatisants, je trouve. Parce qu'en fait, la Chine a tué des millions d'intellectuels. Quand tu voyages à Taïwan, tu vois ce que c'est la Chine non communiste. Et c'est une Chine hyper inspirante, Taïwan. Taïwan, c'est vraiment un endroit... Taipei, c'est une des villes où je me sens le mieux au monde, moi. Les États-Unis auraient été beaucoup moins dominants. Le modèle chinois capitaliste libéral aurait été très fabuleux à voir. Ouais, si Taïwan avait eu la taille de la Chine... T'imagines la richesse produite par Taïwan sur une toute petite île? Ouais, complètement. Genre les semi-conducteurs, les trucs, machin. Si ça avait été à l'échelle de la Chine et pas à l'échelle de cette petite île, mais... Et en plus, donc la guerre froide aurait été non pas la Russie contre les US. La révolution culturelle a ramené la Chine à un niveau de pauvreté, les gens n'imaginent pas. Hein, la révolution culturelle chinoise, ça a fait perdre 30, 40 ans à la Chine, en fait. Mais si ça n'avait pas fait perdre ça à la Chine, la Russie aurait été assez insignifiante. La Chine aurait été donc tu vois, le communisme en Russie aurait été un truc un peu... tu vois, un peu truc. Et la Chine aurait été une puissance capitaliste hyper en compétition avec les US. Et je pense que le niveau de progrès technologique, le niveau de développement qu'on aurait eu serait encore plus dingue que ce qu'on a vécu. Peut-être que les Chinois auraient été les premiers à mettre les pieds sur la Lune. Ouais. Peut-être qu'on parlerait tous chinois. C'est vraiment... C'est un sujet dont on parle pas beaucoup, mais tu vois, le chinois simplifié, l'émergence... c'est-à-dire que c'est quand même... Le chinois, c'est une langue qui est tellement compliquée que la majorité de sa population ne peut pas le maîtriser. Donc imagine le niveau intellectuel de l'élite. Parce que rien que l'apprentissage de la langue est déjà une gymnastique d'esprit hors du commun, en fait. Donc il y a un truc assez marrant à imaginer. Passionnant. Ouais. On va écrire là-dessus. On va brainstormer. Trop bien. Peux-tu nous raconter une histoire avec ton amitié avec Sandrine? Ouais. Les gens te connaissent bien. Hein. Ouais. Alors Sandrine, c'est ma meilleure amie et celle qui, depuis 18 ans, m'aide dans mes recrutements. Ça fait 18 ans qu'on bosse ensemble. Même plus maintenant, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est notre 20e année. Je peux juste raconter un truc qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont un sacré instinct, en fait. 100% de ce que Sandrine m'a dit et que j'ai pas écouté m'a coûté infiniment cher. Et d'ailleurs, il existe une uchronie dans laquelle j'ai écouté Sandrine depuis mes 18 ans avec beaucoup plus de ferveur et je suis beaucoup plus successful et beaucoup plus riche. Comme quoi, faut l'écouter maintenant. C'est très dur. C'est hyper dur d'écouter l'instinct. Parce qu'en fait, le problème de l'instinct, quand t'es rationnel, c'est que comme c'est appuyé sur rien, bah, tu vois, pour écouter, il faut faire une violence et une gymnastique d'esprit dont t'es pas capable, en fait. Même maintenant, avec le recul et l'histoire et machin, maintenant, je suis même terrorisé des fois de lui parler de certains sujets parce que j'ai peur de ce qu'elle va me dire et donc je me dis, bon, j'en parle pas, tu vois. Parce que c'est hyper dur, en fait, d'écouter un instinct pur, en fait. Passionnant, passionnant. Et donc, 20 ans d'amitié, 20 ans de boulot ensemble, c'est beau une amitié comme ça. Ouais, écoute. Ouais. C'est cool. Trop bien. On veut tous une Sandrine dans sa vie. Ça, je souhaite à tout le monde d'avoir une Sandrine dans sa vie. Hein. Trop bien. Trop cool. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Plein de choses. Trop de choses. Moi, c'est le problème inverse. Je manque pas de passion. Je pas lister, je manque de temps. D'ailleurs, ça me fait toujours bizarre, moi, les gens pas passionnés. Je me dis, comment ils font pour voir la vie avec aussi peu d'énergie? Mais bon, je sais qu'on est très inégaux là-dessus. Ouais. Et on m'a posé une question, un peu borderline. Pourquoi, des fois, tu déformes la réalité? Pourquoi, des fois, je déforme la réalité? Je pense pas que je déforme la réalité. En fait,
tout le sujet en mode, tu vois, Oussama, mytho, etc., il repose souvent sur le fait que les gens n'arrivent pas à imaginer des choses qui, moi, sont quotidiennes dans ma vie, mais parce que c'est pas dans leur quotidien. Et donc, ils s'imaginent que j'exagère, etc. Alors qu'en fait, très souvent, quand je raconte des histoires, t'as besoin de déformer la réalité dans les histoires, mais beaucoup plus souvent, tu te déformes en réduisant les faits complètement. qu'en les montant. Les gens imaginent que l'exagération est le mécanisme de mon storytelling, alors qu'en fait, le niveau de censure auquel naturellement tu as affaire, parce que tu sais que la majorité des gens qui t'écoutent ne sont juste pas aptes à appréhender, comprendre, etc., c'est assez flippant. Et d'ailleurs, les sujets qui en boucle font tourner les moldus, c'est les Yakuza. C'est quand même une histoire que je ne sais pas vraiment raconter. Après, c'est des mecs qui prennent des vidéos de blagues, ils croient que c'est vrai. Tu vois, par exemple, le truc avec DiCaprio et le Taj Mahal. Je sais pas sur quelle planète les gens n'ont pas compris que c'était une blague. Ou le plan A4 avec Drake. Tu vois, et d'ailleurs, ça fait vraiment peur parce que ça a les caractéristiques d'une histoire drôle. C'est raconté comme une histoire drôle. Premier degré, quoi. Et les gens, team premier degré, quoi. Et en plus, premier degré violent. Ouais, c'est une espèce de mytho, tu crois qu'on va te croire? C'est une blague. Ah ouais, mais en fait, là, c'est toi qui as un problème, en fait, tu vois. Parce que tu penses que je pense que je pense que tu penses que je pense qu'elle est vraie. Ça n'a pas de sens. Mais bon, de toute façon, le plus grand sujet de cette planète, c'est que le niveau de complexité est exponentiel et le niveau d'éducation est constant. On a failli à l'éducation de la majorité des gens. Le niveau de compétence moyen est très faible en France. Les gens sont largués sur l'IA, les gens sont largués sur les skills, les gens sont largués sur tout, en fait. C'est hyper, hyper, hyper dur de venir et de rattraper tout ça, en fait. Ouais. On va faire au mieux. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ces podcasts. Exactement. Est-ce que tu considères que tu as réussi ta vie et c'est quoi les critères pour toi d'une vie réussie? Non, j'ai pas réussi. Mais c'est pas possible de réussir sa vie. En fait, c'est un truc bizarre parce que la réussite, ça n'existe pas. Si tu la définis par un montant, tu fais quoi une fois que tu as gagné le montant? Tu vois, est-ce que tu dis j'ai réussi ma vie si j'ai gagné 100 millions? Si tu as gagné 100 millions, que tu es malheureux, que ta femme, elle t'est malheureuse et que tes enfants sont drogués et suicidaires, est-ce que tu as réussi ta vie, tu vois? Donc, en fait, réussir sa vie, c'est un équilibre de plein de choses. Des gens sont très, très obsédés par cette notion de réussir leur vie. Alors qu'en fait, la vie, c'est une série d'actions. Tu as des actions qui sont réussies, des actions qui sont échouées. Le but du jeu, c'est de multiplier les réussites et de réduire les échecs. Mais plus tu joues une partition à un niveau élevé, plus les échecs sont visibles et forts. D'ailleurs, la peur du regard des autres fait qu'on a une génération, là, je parlais avec un ado qui me disait qu'ils ont peur de tout maintenant. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont s'afficher. Ils savent que dans les réseaux, machin. Et en fait, c'est assez terrible ce truc de s'afficher. Parce que être moqué par les imbéciles, ça doit être un badge d'honneur, en fait. Mais c'est hyper dur d'expliquer ça à un ado. Ouais, complètement. C'est très, très, très dur. Et c'est dommage parce que ça risque de nous créer une fenêtre générationnelle où la prise de risque est encore plus faible. Oui, parce qu'avant, quand il se passait un truc, il y avait peut-être 10 personnes qui étaient au courant. Maintenant, il y a potentiellement le monde entier, quoi, qui peut te voir, qui peut te critiquer, te lyncher. Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils aiment ça, tu vois? Ils aiment te voir échouer, en fait. Te voir réussir... Les énerve. Tu sais, je sais même pas si ça les énerve, mais humainement, je poste un post sur l'affaire The Family en expliquant qu'il m'est arrivé un truc mal. Je fais 1 million de vues sur le post. Je poste un post sur l'affaire The Family disant que j'ai gagné un procès ou que je fais 10 000 vues. C'est vraiment la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Hein. Après, bon, c'est pas grave. D'ailleurs, ça sert à rien de se morfondre là-dessus, quoi. La vie est la vie, en fait. Go with the flow. Ouais, clairement. Et à un moment, tu peux essayer de passer your whole life, tu vois, à dire nanani, nanana, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Enfin, c'est bon, on s'en fout. D'ailleurs, les gens qui te critiquent, etc., c'est aussi leur souffrance, en fait. Tu peux pas lutter contre à 100%, tu peux pas... Je comprends que des fois ce soit énervant, des fois t'es trigger, des fois machin. Ça vient chatouiller un truc, quoi. Tu bloques les gens et prends barre, quoi. Mais ça sert... Moi, par exemple, je bloque les gens facilement et après on me dit « Ah, t'as bloqué parce que j'ai raison. » Mais non,
Next. Mais je m'en fous, en fait. En fait, tu comprends même pas que t'es pas au niveau de parler, c'est tout. Ouais. Et t'es pas au niveau Perds parce pas que mon temps. j'ai décidé que t'étais pas au niveau. Je m'en fous de ton opinion. Et d'ailleurs, ce truc de avoir donné tellement de considération à l'opinion d'un inconnu, tu sais. J'ai des mecs qui viennent, ils écrivent des paragraphes entiers, tu bloqué. Et tu sais, ils refont d'autres comptes. Ils ont que ça à foutre. Oui, alors je vois que j'ai été bloqué, j'ai dû toucher un nerf sensible. Non, t'as rien touché du tout. C'est juste que j'ai estimé que on n'a rien à se dire. Au revoir. T'es un inconnu. Alors t'as peut-être raison, t'as peut-être tort. Peut-être qu'en fait, supposons que t'as raison dans ton commentaire et que je suis un affreux jojo et que je suis un débile et que alors qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je vais grandir grâce à ton commentaire? Est-ce que je vais régler le problème grâce à ton commentaire? Donc en fait, quand bien même tu es dans la désillusion et quand bien même tu te mentirais à toi-même, mais mens-toi. Enfin, si ça peut t'aider à avancer et faire d'autres choses, et peut-être d'ailleurs apprendre par toi-même. Hein, tu sais, une fois, je suis tombé sur un mec, il me dit oui, pendant des années, je t'ai critiqué parce que tu faisais ça, et puis récemment, j'ai vu que tu avais changé. Alors je me suis dit, bon, il m'a enfin écouté. Et moi, je n'osais pas lui dire. Je ne sais pas quitter. Et alors, effectivement, peut-être que tu avais raison pendant des années, je ne l'ai pas compris, puis j'ai fini par comprendre. Mais c'est pas toi qui m'as aidé, en fait. En fait, toi, ça fait très longtemps que tu as été bloqué ou restrict, et tu le sais même pas. Tu es là à taper tes trucs en imaginant que je suis là à les lire. Mais... Ouais, mais il y a un truc assez space avec ceux qui sont visibles, on va dire, personnalités publiques, c'est que les gens ont l'impression qu'ils te connaissent et qu'ils ont un espèce de droit sur toi. Par exemple, je voyais des influenceurs qui disaient, la dernière fois, j'étais au Buffalo Grill, là, et il y a le serveur qui se pose à côté d'eux et qui fait un selfie avec eux alors qu'ils sont à table en famille en train de manger, et t'es là, mais lui, ça l'a pas choqué, le serveur, et ils étaient là, mais c'est scandaleux. Tu vois. Et ils pensent qu'ils ont ce droit comme si tu leur appartenais un petit peu. Ou... Quand tu es une personnalité publique, tu es un objet public, ouais. Tu es un bien public. Comment c'est de vivre ça? Comment tu le vis, toi? Je m'en fous. Non, mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi aussi, je suis choqué des fois. Les gens viennent et ils font des selfies, des machins. Wow. En plus, c'est... J'espère que je vous dérange pas. Bah si. Bah en fait, si tu poses la question, pourquoi tu poses la question? Donc en plus, tu me déranges et tu essaies de me faire culpabiliser à ne pas pouvoir te dire hypocritement que tu me déranges. Moi, genre, en général, je réponds même pas. Je prends ta photo. Tu vois, je fais un sourire. Politesse, un peu, quoi. Ouais, parce qu'en fait, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là? Je sais pas, leur besoin de photos, leur besoin de trucs. Et puis, le truc le plus drôle, c'est le manque de courage. Parce que tu sais, ils viennent faire des photos et en fait, c'est des haters. Et puis après, ils postent la photo. Machin. Ouais, ça. Je dis, mec, quand t'étais à côté de moi, tu tremblais et t'avais pas du tout l'air cool, mais bon. Ouais, il y a une espèce d'amour-haine qui est bizarre. Ouais. Ouais, c'est assez terrible. Merci pour tout, Sama. C'était un plaisir de te recevoir à nouveau. Plaisir. Trop cool, merci beaucoup.